Salut la famille, bienvenue, c'est Africanité. C'est la DER de la saison avec du lourd. L'une des plus grandes stars d'Hollywood, c'est l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood sur ce plateau. Avec nous, deux pointures de la musique africaine, je ne vous en dis pas plus. Et la nouvelle sensation pop, Bantu, Soul of New Bantu. Elle reprend des standards de la musique africaine, pas simplement Bantu, y compris Tadjebon, Rome Tadjebon. Ça veut dire quelque chose? C'est la dernière, profitez-en, ça n'arrive pas tous les jours. Tadjebon, Denis Tadjebon. Tadjebon, Denis Tadjebon. Abdul Mulyambar, Nyari Malaikala. Chico, Dano Cicero, Mamu, Munira, Jagam Julinga, Mamu, Munira, Jagam Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde, au cœur de la dernière émission de la saison. Nous abordons ce mois-ci le thème de la composition de musique de film en compagnie d'un florilège de personnalités marquantes de la vie culturelle et artistique d'Afrique et de sa diaspora, parmi lesquelles la cinéaste martiniquaise Eusanne Palsy, à nos côtés également le compositeur-interprète congolais de renom international Relema, mais également le Camerounais Georges Seba, sans doute l'un des géants du gospel international. À nos côtés également, la fine fleur de la créativité, Lise-Laure Etia pour un zoom cinématographique, projecteur sur l'actualité cinématographique. À vos côtés, Eboulé et Christian, pour camper cette fois-ci une actualité littéraire particulièrement dense. Au menu donc, vous l'aurez compris, de la musique et du cinéma, mais nous accueillons tout d'abord un immense compositeur et interprète sénégalais, Waziz Diop Nangadef. Magnifique. Bienvenue, ça veut dire bonjour en Wolof, nul n'étant parfait. Vous êtes avec nous pour évoquer votre carrière qui est particulièrement large, dense. On aura l'occasion de nous y replonger tout à l'heure. Mais d'abord un mot peut-être sur votre instrument de prédilection. J'ai cru comprendre que c'était la guitare. Alors, il y a prescription. Pouvez-vous nous dire comment vous avez fait l'acquisition de votre première guitare? Alors, la guitare, en fait, je l'ai volée à un copain. Oh non. J'aurais la guitare du copain. Il avait une bourse. Moi, j'en avais pas. Avec sa bourse, il a acheté une guitare. Et sincèrement, je l'ai volée parce que j'étais plus doué que lui. Et après, il m'a vu jouer, il a dit, mais écoute, tu n'es plus un voleur parce que je te donne la guitare. Et d'ailleurs, ce copain dont je parle n'est plus malheureusement de ce monde. Voilà, il est parti très tôt. Et vraiment, je lui dois tout ce que j'ai pu faire comme bruit avec la guitare. Et grâce à lui, donc, sur ce plateau, l'un des plus grands compositeurs, notamment de musique de film, mais bien au-delà. D'ailleurs, un album qui campe le décor de votre carrière, c'est Séquence. Alors, pour ceux qui vous découvrent, je leur propose d'aller lorgner du côté du Sénégal à travers le portrait qu'Africanité a dressé de vous.
C'est par cette interprétation du célèbre Alléluia de Leonard Cohen, intitulé L'Ange Djibril, que Oasis Diop rend hommage à son grand frère Djibril Diop Mambéty, l'un des plus grands cinéastes africains de tous les temps, mort en 1998 en France. Et c'est dans le quartier de Colobane à Dakar, dans le Sénégal d'avant l'indépendance, que cette fratrie de 4 enfants est élevée par leurs parents, Mam Binta Ndiaye et Abdourahmane Diop. J'étais toute petite, mais je me rappelle. Aziz aimait faire du guitare en disant Johnny Hallyday sur la montagne. Ça, je me rappelle. Ça, c'était ma chambre. Tout ce que j'ai pu imaginer, toutes mes prétentions sont nées ici, derrière cette porte. Au début des années 70, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, Oasis Diop quitte le Sénégal pour la France. Il y rencontre Oumba Noxet, un autre musicien sénégalais originaire de Guinée-Bissau, et avec qui il forme son premier groupe, le West African Cosmos. Commence alors pour Oasis Diop une longue carrière musicale couronnée par un succès inattendu, celui de son premier album solo paru en 1992 et dans lequel il signe la musique de Ien, le film de son grand frère Djibril Diop Mambéty. Dès lors, Oasis Diop écrit de nombreuses musiques de films pour la télévision et le cinéma. Moi, je voulais aller à la rencontre du monde. Je voulais explorer tant d'univers. Il a d'autant plus transcendé son identité sénégalaise en s'en arrachant. En 2005, Oasis Diop participe à la création de Bintou Wéré, un opéra africain dont le premier spectacle a lieu à Bamako au Mali en février 2007, avant d'être à l'affiche au Théâtre du Châtelet à Paris. L'occasion pour l'artiste de montrer son engagement pour la jeunesse africaine. C'est vrai que l'Afrique, c'est une terre, je ne dirais pas d'espoir, non, c'est plus que ça. C'est une terre vivante et qui doit garder ses enfants et qui doit avoir les moyens de ses ambitions. Père angoissé et intranquille, Oasis Diop a transmis malgré lui la passion des métiers artistiques à ses 3 enfants. En 2014, sa fille aînée Mati Diop a réalisé 1000 soleils, un documentaire en hommage à son oncle Djibril Diop Mambéty, le réalisateur de Touki Bouki, devenu depuis un classique africain. Moi, je ne suis pas fier, enfin, je veux dire, c'est pas une fierté, mais je pense que mes enfants se trompent quand ils font de l'art, parce que je trouve que l'art est difficile, l'art est incertain, l'art est une aventure. Ça ne me tranquillise pas. Des incertitudes qui n'ont guère empêché Oasis Diop de poursuivre son aventure artistique. Une aventure à la fois populaire et raffinée qui dure depuis plus d'un demi-siècle et dont la notoriété est aujourd'hui mondialement reconnue. Une symphonie de couleurs musicales aux saveurs et aux senteurs du Sénégal. Cette africanité, nous parlons ce mois-ci du thème des musiques de films. Vous pouvez d'ailleurs réagir abondamment sur notre site internet tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Oasis, ce portrait vous ressemble-t-il ? C'est très joli, c'est très bien fait. J'ai pas arrêté de rire, mais je riais de moi-même parce que qu'est-ce que je suis allé faire dans tout ça pour qu'aujourd'hui on ressasse toute une soi-disant actualité. Mais bon, mais en même temps c'est très émouvant. Je suis très fier en réalité. J'ai pas les moyens de le cacher, mais c'est vrai qu'en regardant ça, c'est pour la première fois qu'en fait qu'il y a une petite compilation qui a été faite autour de moi. Je vous remercie vraiment d'avoir fait tout ça. Et voilà, c'est joli. Alors justement, vous avez grandi dans le quartier de Colobane. Vous étiez, Oasis, quel genre d'adolescent ? J'étais un adolescent, je disais angoissé, mais quand je parle de l'angoisse, je parle de l'angoisse des enfants en Afrique. C'est pas vraiment de l'angoisse, parce qu'il faudrait peut-être chercher d'autres expressions.
savez, quand la vie vous projette, vous propulse, parce que je l'ai vécu. Quand tu es enfant, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas dans quel monde tu es. Et la question que tu te poses, qui est une question profonde et légitime, pourquoi suis-je né ici? Pourquoi suis-je entouré de ces choses qui m'entourent, mais en réalité qui me font peur, parce que je n'ai aucun point de comparaison qui me permette de me projeter en me disant qu'ailleurs, il y a autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que tous les enfants africains, c'est des enfants qui rigolent beaucoup, mais c'est des enfants qui ont sûrement peur. Alors, Oasis, dans cet environnement à l'époque, vous avez votre grand frère, Djibril Diop Mambéty, immense cinéaste trop tôt disparu, et vous êtes très proche de ce grand frère, vous êtes comme des jumeaux. Cette disparition, qu'est-ce qu'elle vous a permis d'apprendre sur vous-même? Cette disparition m'a appris que je pouvais vivre sans faire de la musique, parce qu'à la disparition de mon frère, je suis resté 10 ans sans sortir un seul album, parce que ça ne m'intéressait plus. Vous voyez, quand vous faites quelque chose, vous le faites toujours en fonction d'eux. Je veux dire, on est inséparable de notre environnement, et surtout de notre environnement le plus proche. Mon frère disait lui-même qu'on était des jumeaux. Et je comprends pourquoi il le disait, parce que c'est lui qui m'a cédé le sein de ma mère. Et il y avait suffisamment de lait pour que... Donc, on a en fait, en réalité, absorbé les mêmes choses. Cette folie douce, cette chose qui a fait de nous, si tant est qu'on soit devenu quelque chose. Je pense qu'on a fait plus de... Voilà, je veux dire, on devient rien. Je veux dire, on est un peu le résultat, bon, voilà, pour être humble de ce qu'on a semé. Nous, ce qui nous intéressait, c'était l'Afrique profonde. Mais l'Afrique profonde, c'est de l'art, en réalité. Absolument. Mais une Afrique profonde ouverte sur le monde, parce que vous avez sillonné le monde, vous êtes allé au Japon. Oui. Vous êtes allé avec un fou furieux qui était un colistier de Bob Marley en Jamaïque, les Scratch Perry, pour vous. Nos limites, nos frontières pour la musique. Oui, mais en même temps, je me demande si notre vie n'est pas un peu écrite avant. En réalité, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis allé dans ces endroits. Moi, je n'étais pas un fan de reggae, pour le dire, j'aimais beaucoup le reggae, mais je ne peux pas dire que j'écoutais du reggae tout le temps. Et un jour, je me suis retrouvé vraiment dans le temple du reggae, chez Lee Perry, entouré de gens plutôt exceptionnels. Et il y avait la maman de Bob Marley. Et Bob Marley était là, dans les environnements. C'est la période où il a eu des difficultés, parce que moi, je suis arrivé en Jamaïque. La Jamaïque était presque en guerre. En insurrection, guerre civile. C'est incroyable. C'est comme ça que j'ai débarqué là. Et tous les soirs, ou du moins tous les matins, il y avait quand même des morts. Oui, et on les voit très bien dans le film The Harder They Come de Jimmy Cliff. Exactement. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, que l'on découvre un florilège qui emprunte à votre répertoire, mais aussi à celui de quelques-uns de nos prochains invités autour de notre thématique, les musiques de films. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à la dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Nous sommes étrangers à la dette. Nous ne pouvons donc pas la payer.
C'est Africanité que vous regardez, la dernière émission de la saison. Le thème, les musiques de films. Vous venez d'apprécier Kassav en pleine action. Et nous accueillons sans doute l'une des plus grandes réalisatrices françaises en activité et martiniquaises entre Madinina, la Martinique, Hollywood et Paris. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Ozane Palsi. Merci. Soyez la bienvenue en Africanité. À nos côtés également, un mastodonte de la musique africaine, un poids lourd, compositeur, interprète, l'homme de 1000 concepts. C'est Relema, originaire du Congo. Mbote, comme on dit. Mbote Nayo. Bienvenue, Relema, sur ce plateau. Ozane, la première question sera pour vous. On vient de voir des images qui campent le film de Siméon, c'est le groupe Kassav. Quand vous concevez un film, dites-nous généralement quelle est la place que tient la musique dans vos œuvres. Eh bien, j'estime que le cinéma, pour moi, en tout cas, c'est 100% image, 100% son. Et ça inclut tous les sons, la musique, les dialogues, c'est tout cela. Donc c'est très, très important. Et vous attendez quoi d'un compositeur Qu'est-ce que vous attendez quand vous travaillez? Ça se passe comment? La musique, je la considère comme un personnage. Donc les personnages, bon, ça vous fait vibrer, ça transporte l'émotion, etc. La musique doit faire la même chose. Elle ne doit pas être redondante. Elle doit accompagner, elle doit s'exprimer comme il faut, en douceur ou des tonitruantes quand on a besoin qu'elle explose, transporter le spectateur comme un acteur. Donc le compositeur voit le film avant Tout à fait. Donc le compositeur va lire le scénario, on va discuter, etc. Et ensuite il va voir le film. On va avoir des discussions. Il ne mettra pas de la musique n'importe où, parce que j'ai souvent essayé d'encourager nos frères africains, antillais, caribéens, à aller vers justement ce métier de compositeur de musique de film, parce que ce n'est pas la même chose. On peut être compositeur, on peut composer des musiques comme Kassav compose, etc. Et puis être compositeur de musique de film, c'est autre chose, c'est une autre écriture. Alors Ray, on voit, il y a de la part des cinéastes, il y a une demande. Comment vous répondez aux exigences des cinéastes en restant vous-même? Quand on est compositeur, donc on est soi-même. Maintenant, quand on travaille avec un réalisateur, c'est une question de souplesse. Voilà, c'est une question de souplesse. Il faut savoir d'abord bien lire le script et ensuite bien écouter ce que le compositeur veut, parce que au départ, souvent, c'est des musiques instrumentales, mais de temps en temps, le compositeur peut demander que ça soit de la chanson. Donc, à ce moment-là, il faut savoir exactement ce que le réalisateur cherche. Et puis, le reste, c'est simplement le métier. Alors, Oasis, vous dites que vous créez un petit peu vos musiques de films, vous les concevez comme des scénarios. Alors, créer des musiques de films ou des chansons, quelle est la différence entre les deux? Je dirais que, en fait, au cinéma, le dialogue, on peut dire que c'est la raison. Et l'émotion, c'est la musique. Mais en réalité, ce que les réalisateurs nous demandent, c'est la part émotionnelle d'un film. Parce que la musique n'articule pas un texte en dehors de ce que Ray vient de dire. Il arrive qu'il y ait une chanson ou deux, ou même trois dans un film. Il y a des films aussi qui sont faits de chansons, on les appelle des comédies musicales. Mais en fait, je pense que notre travail, c'est vraiment de souligner les choses les plus difficiles à souligner. Parce qu'en réalité, un comédien, quand tu lui donnes un texte, il sait ce qu'il a à dire. Mais un musicien qui n'a rien à faire avec l'histoire, on lui dit, tiens, voilà un film, voilà une histoire, maintenant fais-nous une musique. Et donc une musique dans une histoire qui n'est pas la sienne. C'est là où il y a un défi, en tout cas, n'est-ce pas? Absolument. Alors moi, je reviens du côté des États-Unis et de la Caraïbe avec vous, Ozane. On l'a bien vu dans vos films, la musique est prégnante, elle est très présente même. Lorsqu'on songe à Rue Cazenec, vous avez fait appel à Malavoie. Pour Siméon, vous avez fait appel à Kassav. Et lorsqu'on pense à Une saison blanche et sèche, Hugh Masekela, est-ce que pour vous, c'est un systématisme de faire appel à des artistes compositeurs issus du terroir dont traite le film? C'est très important.
Je lui dis, s'ils existent, il faut absolument qu'ils soient là. Parce que c'est extrêmement important pour moi. Et quand ils n'existent pas, comment vous faites? Il va falloir trouver celui qui va comprendre cette musique, cette culture, et qui va faire l'effort. Par exemple, j'ai travaillé avec Hugo Masekela, mais il y a aussi Dave Grusin, qui est un génie de la musique de film aux États-Unis, et qui, je l'ai choisi lui, pourquoi? Parce qu'il est allé à UCLA, il a étudié tous les instruments sud-africains. Les instruments traditionnels. Traditionnels. Et il a travaillé avec Hugo Masekela, justement. Et c'est ça qui est important, c'est ce mariage entre les deux. Ma perception, c'est de rendre emphasize, de renforcer. Voilà, de renforcer l'émotion qui est déjà sur le film. Je ne peux pas me permettre, moi, d'inventer, parce que je suis déjà très imaginatif. Donc, il faut que je rende l'émotion qui est sur le film. C'est pour ça que je parlais du dialogue avec le réalisateur. Vraiment, je cause longtemps avec le réalisateur pour bien comprendre, là, qu'est-ce qu'il voulait dire. Parfois, c'est le rire qui veut provoquer, parfois c'est la peur. Il y a plein. Voilà, c'est une émotion qui sort de l'image. Et c'est celle-là qu'il faut attraper au vol et à chaque émotion, vous trouvez une interprétation musicale. Voilà. Alors, l'un des enjeux de la musique de film, c'est bien sûr la contribution à la préservation du patrimoine musical. Je vous amène, si vous le voulez bien, dans l'océan Indien, à la rencontre de deux monuments de la musique traditionnelle. C'est en 2010, à l'occasion d'un festival célèbre dans tout l'océan Indien. C'est le festival créole des Seychelles. Patrick Prosper est la grande figure de la musique locale. Surnommé Ton Pat, il est auteur-compositeur et polyinstrumentiste. Âgé de 64 ans, il est considéré comme la mémoire vivante de la culture séchelloise. Le musicien mauricien Antoine Marclène est un militant de la musique mauricienne traditionnelle. Pourquoi les gens des îles ne favorisent pas cette musique? Parce que cette musique n'est pas dansante. Alors ils préfèrent le Sega, guitare électrique, orgue électronique, etc. Moi, je vois que le ministère de la Culture pouvait faire un peu plus effort, peut-être. Mesdames et messieurs, un peu plus fort encore pour M. Pat Prosper avec son groupe Rayon Soleil. Ces élèves du conservatoire sont initiés à la pratique des instruments traditionnels et des rythmes de l'océan Indien, le moutia des Seychelles, le Sega de l'île Maurice et le maloya de la Réunion. Aujourd'hui aux Seychelles, on voit que les gens ne pratiquent pas, ils ne jouent pas l'instrument traditionnel. Alors nous, on veut promoter notre instrument traditionnel, jouer les chansons traditionnelles de notre culture et notre pays. La préservation du patrimoine culturel à travers les musiques de films. N'hésitez pas à réagir en allant sur notre site tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Alors, Ozan, là, dans le reportage, nous étions dans l'océan Indien, aux Seychelles, très précisément. Comment ça se passe dans la Caraïbe, aux Antilles, notamment avec des musiques traditionnelles comme le goka, le belé? Comment ça se passe, la préservation de ce patrimoine? Écoutez, je fais du cinéma. Je suis musicienne moi-même, j'aime la musique. Et ce que je fais, c'est que quand je crée, par exemple, Rui Kazneg, je fais venir Malavoie. Quand je fais Siméon, je fais venir Kassav. Et je fais venir aussi, c'est une rencontre entre les anciens et la nouvelle génération. Eugène Mona. Et Eugène Mona. Qui était le patriarche. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les patriarches de ces musiques-là. Ils sont tous là-dedans réunis. Parce que moi, j'estime qu'il faut utiliser le cinéma pour pouvoir éterniser ces musiques et puis ces gens. Alors, vous vous rendez compte, Paul Rosine est mort très tôt. Max Sillet est toujours en vie, hein, il vit en France. Tout à fait. Donc c'est important voilà, je ne peux pas faire de... Par exemple, quand j'ai fait aussi ce film à l'île de la Réunion, Les Mariés de l'île Bourbon, eh bien, c'est la même chose. La musique du film, c'est Jean-Marie Seigna, mais on a fait appel à des malgaches. On a donc de la musique malgache, chantée par des malgaches. Et il a composé en travaillant avec eux. Donc c'est ainsi qu'on préserve
entre autres. Le Saleg, nous avons l'une des plus grandes danseuses de Saleg ici sur ce plateau. Avec un plus grand danseur aussi. Hein. Alors, on va voir ça. Alors, je sais que vous aviez un projet d'université musicale justement pour collecter toutes ces musiques en République démocratique du Congo. Quel est l'enjeu justement de collecter ce patrimoine musical, par exemple pour un pays comme la RDC ou au niveau de l'Afrique? Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que tous les anciens et tous les virtuoses des musiques traditionnelles, comme ces musiques ne sont pas écrites, quand ils décèdent, tout part avec eux. Et je pense que c'est assez important pour nous d'être assez vigilants et prévoyants pour collecter tout ça, les transcrire pour pouvoir les garder et les transmettre aux jeunes pour que les jeunes soient assis sur quelque chose de solide. Autrement, au fil des ans, on va se retrouver sur des musiques, surtout avec la mondialisation, sur des musiques, le jeune ne sait pas que ce qu'il est en train de jouer, ça vient de New Orleans, et l'autre de Chine, et l'autre... Il ne sait rien du tout. Et je pense qu'il faut que nous le fassions parce que nous sommes un continent musical. Papa Wemba a joué dans des films. On aurait aimé, si on parle du Congo, que Wendo le fasse aussi, qu'au Sénégal, qu'on voit avec Doudou Ndiaye Rose l'esquisse de cette préservation à travers le cinéma, le 7e art. Alors, je m'adresse maintenant au compositeur que vous êtes, Waziz. Est-ce que vous posez la question d'une confrontation rivale entre les musiques contemporaines, les instruments traditionnels africains et l'ère d'aujourd'hui, les sonorités d'aujourd'hui, lorsque vous devez produire des compositions qui accompagnent les musiques de film? Oui, moi je suis essentiellement, c'est vrai, un militant du cinéma africain. C'est pour ça que souvent on voit mon nom dans les films d'Afrique. J'en ai fait d'autres aussi par ailleurs. C'est vrai que là, c'est un problème technique qui se pose. On sait que nos instruments sont assez rébarbatifs parce que extrêmement difficiles, capricieux, au temps, etc., etc. Difficile à accorder, difficile à sonoriser aussi. Donc, c'est des instruments qui viennent vraiment d'un âge absolument lointain. Je veux dire, qui n'ont presque pas évolué. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la kora chromatique, dont certains jours de kora se servent aujourd'hui, ont été rendus chromatiques par les moines qui sont au Sénégal. Pour vous dire à quel point le dialogue nord-sud, des fois, s'entend sur des choses absolument exceptionnelles. Et c'est grâce à ces moines-là que maintenant, on peut vraiment jouer la kora comme le piano. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'on y arrive. Je pense que... moi-même, j'ai essayé d'utiliser dans des films africains des instruments africains. Mais c'est juste techniquement difficile. En fait, le rendu est un peu décevant parce que, voilà, il n'y a pas assez de sustain, par exemple, en dehors de la kora qui résonne vraiment. Et tous les autres instruments, tu vois, le sustain est vraiment très court. Et ça, c'est très, très, très difficile pour répondre à la question, en tout cas sur l'africain. Il y a la question des droits d'auteur des musiciens qui se plaignent souvent que, voilà, on ne leur paye pas leurs droits. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment? Mais vous savez, c'est ce qu'elle venait de dire à propos de la composition. Composer des musiques de films, ça n'a rien à voir avec composer sa chanson qu'on veut chanter soi-même. Hein, c'est vraiment deux métiers différents. Les musiques de films, ce n'est pas d'abord vous seulement qui allez jouer les musiques que demande le réalisateur. Vous devez composer dans l'absolu. Tout à l'heure, il parlait des instruments. Moi, je sors plutôt de la discipline classique. Hein, j'ai été éduqué un peu classique. Et chaque instrument est un timbre. La clarinette est un timbre, la flûte est un timbre. La prélaction qui est sur l'écran, il y a des timbres que nous utilisons parce que c'est des timbres qui rendent déjà des émotions assez particulières. C'est pour ça que c'est important de connaître toute la palette des instruments. Et rien que ça, ça demande déjà toute une discipline d'écoute et d'apprentissage. Tout à fait. Et ça veut dire aussi, il faut savoir écrire. Hein, il faut savoir écrire la musique. Voilà, il faut savoir écrire la musique pour que d'autres musiciens jouent ce que vous avez eu en tête. Est-ce que finalement, oui, j'allais dire aussi, puis il y a une grammaire.
C'est comme par exemple, tu as un roman. Tu vas adapter un roman. Exact. Donc, c'est une autre écriture, l'adaptation. On ne demande pas de plagier le roman. Ouais. Eh bien, la musique de film, c'est ça. Il y a une grammaire. Il faut savoir quel type d'instrument utiliser. Vraiment. Voilà, et que ce ne soit pas redondant avec ce qu'on voit à l'image. Et quelquefois, ça sauve un film. Ouais. Ça sauve un film, une bonne musique de film. Je sais. Ou ça peut détruire le film. Voilà. C'est vrai. Non, il a raison. Aussi, Nous avons des talents en Afrique, aux Antilles, mais simplement, ils ne savent pas comment faire. Il n'y a rien. Je veux dire que j'ai rencontré des gens qui pourraient être de très très grands compositeurs de musique de film. C'est l'environnement qui crée les hommes et les circonstances. Alors, je vous propose d'en reparler dans quelques instants après un petit tour d'horizon de quelques-uns des temps forts de l'actualité récente. C'est ici chez nous en Africanité, le Zap Africanité. Une légende s'est éteinte, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Mohamed Ali est mort à 74 ans. Cassius Clay, alias Mohamed Ali, avait affronté George Foreman pour ce qui reste encore aujourd'hui le combat du siècle. Nous avons des projets de construire aussi un studio un jour. Parce qu'à Kinshasa, il y a trop de musiciens du ghetto. Le numérique, d'abord, gomme les frontières. C'est une nouvelle façon de créer. Ce n'est pas seulement une technologie. Et cette nouvelle façon de créer permet aux Africains de montrer leur talent, de montrer vraiment ce qu'ils sont. Wi-Fi, écran plasma, musique assourdissante, les Matatu sont de véritables boîtes de nuit roulantes. Pour 150 shillings, soit 1,50 $, les Nairobiens s'offrent une virée électrique dans la capitale kenyane. Beaucoup de gens pensent que la musique africaine n'a pas le droit d'utiliser la technologie, d'aller vers l'électronique, alors que c'est faux. Judith a été mariée à l'âge de 14 ans. Elle a eu un enfant. C'est la chef Teresa qui a annulé son mariage précoce. Alors Judith est retournée à l'école. Elle avait 18 ans. Mon objectif maintenant, c'est l'éducation. Je ne peux pas revenir en arrière, car je sais ce que cela signifie d'être mariée. Africanité Bomaye, Africanité Bomaye, hommage à un grand monsieur qui vient de disparaître. Rosanne Passy, je disais que vous êtes l'une des rares femmes à Hollywood. Vous êtes celle qui avait fait revenir Marlon Brando lorsqu'il était dans sa tanière. C'est vous qui lui avez donné un rôle. Il avait décidé de ne plus jouer. Moi, j'ai déjà assisté à des scènes incroyables où vous êtes au téléphone avec Robert Redford. Est-ce que vous avez croisé Mohamed Ali ? Non, hélas, vraiment. Et parce qu'il était malade au moment où j'aurais pu le faire. Bon, il s'était un petit peu retiré dans sa tanière, je dirais, puisqu'il n'était pas du tout en bonne santé. Voilà. Mais c'est un génie. Oh. 1974, Ali Foreman, le combat. Vous étiez à Kinshasa, Relema ? J'étais à Kinshasa. Vous avez vécu ce combat, racontez-nous alors. C'est-à-dire, justement, c'est à cause de ce combat que j'ai été engagé pour être directeur de musique du Ballet national congolais. C'est pas vrai. Parce que Mobutu voulait un événement, mais alors... grandiose. Grandiose. Donc il fallait un ballet national. Et c'est ça qui m'a Mais tout le monde était là. James Brown, Myriam Makeba, les Spinners, tout le monde était là. Franco Luambo Makiadi. Je te jure. Et c'était une ferveur incroyable. C'est la première fois que l'Afrique avait un événement planétaire. C'était énorme. Et c'était une théâtralisation incroyable. Vous avez vécu ça, vous étiez au Sénégal encore, parce que vous arrivez en France en 1975. Curieusement, j'étais à Paris, à la ville des Gobelins, et j'étais complètement fiévreux, comme tous les gens de ce monde qui avaient vraiment une peur incroyable. Je me rappelle que c'était un vendredi soir, le combat. Le lendemain, je me suis précipité pour aller acheter François. Le grand journal, grand quotidien de l'époque. Et j'ai vu 8e round et j'ai vu Clay debout et Foreman couché. Il y a une autre anecdote, parce que moi aussi, je suis aussi dans ma carrière aspiré par cet événement, parce que quand William Klein est venu du Zaïre
Parce qu'il a filmé le combat. C'est la première musique de film que j'ai eu à faire. C'est pas vrai. C'est pas possible. Ali, on lui doit tous quelque chose. Et puisqu'on est dans les anecdotes, c'est le premier qui m'a donné envie de faire ce métier. William Klein. C'est la première fois que j'avais affaire avec la musique de film. On continue à parler cinéma avec un film qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est le dernier documentaire du Guadeloupéen Franck Salin. Oui, en fait, ce documentaire s'appelle Citoyen Bois d'Ébène et c'est absolument intéressant. Alors, Franck Salin, il aime beaucoup aborder les thématiques sociales. Et là, il a suivi un docteur guadeloupéen qui s'appelle Emmanuel Gordien, qui va en fait sur les traces de ses ancêtres. C'est d'ailleurs un militant de la mémoire. Et il le suit à Paris, ensuite au Bénin, et pour aller retrouver son aïeul qui s'appelle Georges Bouriki. Alors je vous propose de regarder quelques extraits. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides. Emmanuel Gordien est un militant de la mémoire. Depuis 20 ans, il restitue aux Antillais l'histoire et les noms oubliés de leurs aïeux esclaves. Cette réhabilitation est accompagnée d'une action citoyenne. Des monuments portant les noms des anciens esclaves fleurissent en Île-de-France, aux Antilles et bientôt au Bénin. Alors, papa te connaît bien, papa te quand on a premier gardien qui arrivait en Guadeloupe, à Port-Louis, il a dit Bouriki. Bouliki. Il a dit Boliki, Bouriki, Bouliki, enfin bon. Il a dit non là comme ça. Et il s'était fait en Afrique. Le lien familial avec cette habitation de Saint-Pierre, il est vraiment très fort. Parce que nous savons que la première personne qu'on a nommée Gordien était esclave ici. Ce que j'éprouve là, sur cette plage, maintenant, c'est indéfinissable. Et je me dis que quand Georges Bouriki donc, a pris ce bateau, déjà le canot qu'il a amené au bateau, il a dû se dire, mais il ne verrait jamais ce continent, plus jamais ce continent. Il est passé sur cette plage pour prendre le canot qu'il a amené au bateau négrier, au brick. C'est tout ça qui vient, tout ça se mélange dans ma tête en ce moment. Un documentaire de Franck Salin qui scrute les mémoires de l'histoire et je pense que beaucoup attendent de savoir s'il est possible de voir ce film. C'est possible ? Non, en fait, il n'est pas encore sorti dans les salles, mais il y aura une projection dans quelques jours au Musée de l'Immigration, le 29 juin. Ce que je voulais encore dire sur ce documentaire, c'est que le but de Franck Salin, c'est surtout de réconcilier les peuples des Antilles et les peuples d'Afrique. Comme il dit, le match est déjà joué, on ne va pas refaire le match. Et justement, j'avais envie de demander à Euzane cette question, cette quête des origines. On voit que c'est encore quelque chose d'assez important pour la reconstruction de l'identité antillaise aujourd'hui. Je pense pour tout être humain. D'ailleurs, Césaire l'a dit, sa rencontre avec Senghor à Paris, au lycée Louis-le-Grand, il dit, en rencontrant Senghor, il m'a donné la clé de moi-même. Et moi, j'ai pour habitude de dire que Senghor lui a donné la clé, il nous a passé cette clé, et bien voilà, donc il y a des milliers d'entre nous. C'est très, très important, et ce travail que notre ami cinéaste a fait, c'est un travail que tout nègre et toute négresse de la Caraïbe devrait faire. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire, mais maintenant ils savent comment le faire, puisqu'avec les nouvelles technologies, on sait qu'on peut retrouver les traces. Et c'est un film qui est bouleversant, vraiment. Alors, on ne peut pas le regarder sans avoir très une modeste. petite larme. Vous avez fait beaucoup de films, vous avez fait des films sur les dissidents, mais ce que vous n'avez pas dit, et c'est moi qui dois le dire, vous êtes la fille, on va dire, spirituelle d'Aimé Césaire. Vous lui avez consacré un documentaire Fleuve. Vous avez parlé de Senghor, c'est le Sénégal. Oasis est sénégalais, Césaire, la Martinique. À quand une collaboration fructueuse entre une cinéaste et un homme qui transmet les émotions et qui les transforme en mélodie ? J'étais très intimidé d'ailleurs quand j'ai rencontré madame, parce que je l'ai reconnue
À l'entrée de TV5, j'ai commencé à dire, oh là là, où est-ce que je vais me mettre sur ce plateau? Madame, mes hommages. Je vais vous dire aussi que vous m'avez intimidé. Parce que quand je l'ai vu, il m'a regardé. Il était vraiment très discret comme ça. Donc, je suis très timide. Donc, moi aussi, on s'est intimidé mutuellement. C'est la classe charismatique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Eusanne, Siméon, il y a une réédition, remasterisation. Totalement. Quel est le plus de cette... C'est-à-dire qu'il y a des bonus et puis il y a, donc le son est en 5.1, ça veut dire le son de studio, donc la musique de Kassav et de Bruno Coulet, qu'il ne faut pas oublier, la musique de film également, de Bruno Coulet, la musique dramatique, qui est très très belle aussi, et puis l'image est en 4K. Voilà, donc pour ceux qui veulent l'acquérir rapidement, il y a une prévente sur simeonlefilm.com, et puis à la rentrée, donc le DVD sera... Disponible en métropole. Disponible en métropole, tout à fait. On dit dans l'Hexagone, parce que le mot métropole est chargé, très connoté. Dans l'Hexagone, je dis toujours, mais il y a une métropole. Comme vous êtes trop bien élevé, Eusanne, je vous l'accorde. Juste un mot quand même pour fermer cette page cinéma de façon temporaire, un hommage au patriarche du cinéma gabonais. Je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est Philippe Maury. On vient d'apprendre qu'il vient de disparaître. J'ai eu la chance aussi de le connaître. C'est quelqu'un qui avait la rage, qui voulait transmettre des choses et qui a décidé de mettre fin à ses jours. Il faut quand même le faire. C'est-à-dire que passer plus de 8 décennies sur Terre et d'avoir autant de peine pour décider de terminer comme un acteur. C'est comme ça qu'au Gabon, les gens ont considéré qu'il avait décidé d'en finir. On parle littérature, imbibé de musique, Christian, avec vous. Absolument, parce que cette jeune femme, Patancé, qui nous vient du Congo, le Grand Congo, Congo RDC, nous livre l'énigme du zèbre, mais avec un clip qu'on verra tout à l'heure. 2 mots juste sur ce livre absolument fabuleux. C'est une quête identitaire là aussi, on en parlait tout à l'heure, la quête d'une Afropéenne assumée qui, en France d'abord, en Belgique, en Suisse, ensuite, lorsqu'elle fait ses études de médecine, se demande pourquoi est-ce que ses parents ne lui ont pas transmis cette Afrique, cette africanité dont Eusanne nous parlait tout à l'heure, Oasis aussi, et qui va décider d'aller elle-même à la quête de cette Afrique. Et ça s'appelle L'énigme du zèbre. C'est un roman, mais c'est aussi un clip. On regarde. L'énigme du zèbre, c'est un clip que vous venez d'apprécier, mais c'est également un roman dont nous accueillons l'auteur. Bienvenue et soyez donc la bienvenue, majestueusement incarnée, Mpatansé. Vous êtes donc l'auteur de ce roman. Comment est née l'idée originale d'un clip qui à la fois illustre et sous-tend la promotion d'un roman ? Ma génération est fort axée sur les réseaux sociaux, sur l'image, sur un peu voilà, tout ce qui est visuel. Et donc ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que un de mes projets, c'est peut-être dans quelques années pouvoir faire des films de mes romans. Mais comme je n'ai pas encore d'argent, ni de piston, ni de possibilités pour l'instant. Vous savez que le réseau Africanité est très puissant. À votre place, il y a quelques poussières de secondes qui ne sont rien à l'échelle de l'éternité. Il y avait l'une des plus grandes cinéastes francophones de tous les temps. Vous avez des gens qui sont des compositeurs. Vous-même, vous écrivez. On est dans le même giron, Christian. Ah oui, absolument. D'ailleurs, je dois le dire que c'est avec ce clip qu'elle m'a harponné sur Facebook, n'est-ce pas ? Avec ce magnifique roman, absolument à lire, Oasis Diop. Alors, ouais, Mpatansé, vous êtes urgentiste, médecin urgentiste en Belgique, dans un hôpital psychiatrique, un petit peu comme votre héroïne Christelle, qui fait des études de médecine dans ce livre, qui est une Afropéenne convaincue, mais qui cherche, qui va en quête comme ça de ses racines tout au long du livre. D'ailleurs, elle va faire ce voyage quasi initiatique vers l'Afrique. C'est pas tout à fait votre histoire, mais quelle est quand même la part autobiographique de vous dans ce livre ? C'est pas la différence entre elle et moi, c'est surtout que
contrairement à elle, moi, mes parents, surtout ma mère, ils ont toujours été très à nous parler d'Afrique, du Kasaï. Ma mère est originaire du Kasaï. Nous raconter un petit peu les histoires, regarder ensemble le match avec Mohamed Ali, regarder des films comme Racine. Donc c'est vrai qu'on était une famille très, très portée sur, sur l'histoire africaine. L'héroïne de mon livre, elle a des parents qui sont totalement... oui, qui ne lui ont rien transmis. Voilà, qui ne veulent rien transmettre, et on ne sait pas encore pourquoi. Mais un jour, on le saura. Et dans ce roman, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la manière dont les idées foisonnent parmi le petit groupe d'amis de l'héroïne, Christelle, notamment le panafricanisme, l'afrocentrisme, et elle va même vers des choses très très radicales. C'est un choix délibéré de votre part. Je trouve que ce qui manque des fois, bon, peut-être en tant que psychiatre, on n'a pas trop de tabous, on entend tout chez nos patients, mais je trouvais que ce qui manquait des fois, c'était de pouvoir être autour d'une table et chacun donner son avis. Ça arrive des fois, puis ensuite chacun va de son côté. Moi, j'ai pris le parti de réunir un groupe de jeunes qui ont une base commune, retourner en Afrique, essayer de faire quelque chose là-bas, mais en même temps, il y en a qui sont contre l'islam, d'autres qui sont contre le christianisme et l'islam, d'autres qui sont pro-islam, pro-christianisme, d'autres qui sont plutôt capitalistes, d'autres qui sont... Voilà, parce que finalement, c'est un peu la réalité, contemporaine. Il n'y a pas une seule... et je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Alors, Wassia, est-ce que vous êtes sensible, comme a fait Patassé, à ces nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, Internet? Là, on voit, pour faire la promotion de son livre, elle utilise le clip. Ah non, moi je pense que ce sont les modes de communication qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on aurait tort de ne pas s'en servir. Et vous avez raison vraiment de faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, qui peut se passer de ces outils qui sont tout simplement... C'est le tam-tam d'aujourd'hui. Avant, on faisait le tam-tam d'appel pour communiquer. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Mais en réalité, on est toujours dans le même monde de la communication. Donc, je pense que c'est tout à fait... Merci Mpatansé d'être venu dans cette émission pour nous parler donc de l'énigme du zèbre. Alors, on a parlé musique, on a parlé cinéma. Je vous propose maintenant de parler danse contemporaine africaine, avec dans quelques instants, autour du prochain spectacle chorégraphique du Burkinabé Salia Sanou, un thème sensible en immersion dans un camp de réfugiés maliens. Nous sommes au nord du Burkina Faso. Regardez. Le travail Refuge on the Move est un travail d'atelier, et ce travail d'atelier porte sur la médiation culturelle, et c'est apporter à cette population des réfugiés maliens installés au nord du Burkina Faso, à Djibo, dans le camp de Mentao. Et je pense que la danse peut réparer des blessures. Vous regardez Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Allez faire un tour sur tous les réseaux sociaux et bien sûr réagissez abondamment à cette émission. Nous sommes en présence de l'une des pointures de l'art chorégraphique contemporain en Afrique. Nous parlons de danse. Nous sommes très honorés de l'avoir à nos côtés, le Burkinabé Salia Sanou. Barka. Amitié. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on a vu, là, vous utilisez en fait l'art, la danse, comme une thérapie pour les enfants. Comment est-ce qu'ils ont réagi? À chaque fois, quand je partais dans ces camps, je restais 2 mois. 2 mois d'être présent, de vivre avec eux, de manger avec eux, et surtout... De partager ces instants de danse, de vivre ensemble. Et ce que j'ai pu constater en
en s'immergeant dans ce lieu, c'est vraiment la condition humaine qui est inacceptable, la condition de vie très très dure, très très cruelle dans ce camp. Et ça a l'air comme ça, on arrive, ils ont des cabanes, on leur donne des distributions de vivres par mois, et surtout l'attente, on attend. L'horizon, on ne sait pas où se trouve l'horizon est sombre, on attend, et cet état d'attente du corps rend malade tout simplement. Et pour moi, apporter de la danse, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de réconfort, c'est aussi réparer des blessures. On ne sort jamais indemne d'une expérience comme celle-là. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis que vous allez voir ces réfugiés maliens? On sort toujours bouleversé de cette expérience. Et moi qui travaille sur le corps en tant que danseur chorégraphe, je ne suis pas du tout resté indifférent à cet état de corps. Cet état de corps qui n'est plus debout tout simplement. J'ai pu remarquer que les enfants sont... Avec les enfants, tout est possible, tout passe bien, il n'y a pas de problème, les enfants. Tant qu'ils ont à manger, ils ont l'affection de la maman, ça court partout, ça transforme un brindille une feuille en jouet, et une chaussure qui traîne là en jouet. Et pour les femmes qui sont là, qui essaient de maintenir ce quotidien, qui essaient de porter la famille, qui essaient de rester pour veiller vraiment à ce que tout aille bien. Alors les adultes sont dans une violence intérieure parce que un jeune qui a 17 ans, 20 ans, il a envie d'aller à l'école, il a envie d'apprendre des choses, il a envie d'être en action, mais être dans les camps, dans cet enfermement, ça les rend dingues tout simplement. Tout à fait. Je suis sûr que... Ça reste, c'est violent, quoi. Je suis sûr que ça vous touche, Oasis Diop. En fait, ce qu'il dit, ça me fait penser finalement à la conclusion de la Charte du Mandé, qui dit que l'homme est fait de peau, de tendons, de cheveux, il se nourrit de boissons, mais son âme a besoin de 3 choses. Dire ce qu'il a envie de dire, faire ce qu'il a envie de faire, et le 3e, à votre avis? C'est la danse, c'est s'éclater, c'est rire avec l'autre, c'est partager Voilà, rire quand il veut. Voilà. Hein? Alors, la Charte du Mandé, pour ceux qui ne le sauraient déjà, c'est, on peut dire, une préfiguration de ce que la Charte de la Déclaration des droits de l'homme en Europe a vu le jour en Afrique, donc dès le XIIIe siècle. Alors, ce spectacle du désir d'horizon qui s'inspire de cette expérience se joue fin juin au théâtre de Chaillot. Vous avez une appréhension particulière et surtout, quel est le message que vous avez voulu faire passer? Oui, je pense que le message, ce n'est pas du tout un spectacle documentaire, témoin. J'ai envie tout simplement de mener une réflexion sur la condition humaine dans ces camps, partager ce moment de réflexion avec le public, avec tout le monde, et surtout donner la parole aussi à ces gens qui sont là, leur tendre le micro pour qu'ils parlent, pour qu'ils s'expriment. Et du désir d'horizon, c'est un spectacle chorégraphique qui va intégrer 8 interprètes, un scénographe, un texte qui va être dit dans le spectacle. Ce spectacle, la musique est composée d'ailleurs par un musicien qui travaille beaucoup pour les films aussi, Amine Bouafa, qui compose la musique de ce spectacle. Qui a fait Timbuktu. Ce travail, moi, j'ai pu le faire, j'ai pu vivre cette expérience dans les camps. C'est vraiment aussi grâce à ces réfugiés qui m'ont accepté, parce que ce n'est pas du tout évident. Et qui se sont livrés. Qui se sont livrés, et aussi grâce à l'appui d'une fondation basée à Paris, qui est une petite fondation qui accompagne les artistes africains pour le développement, AAD, dans le cadre du programme Refugees on the Move, qui est vraiment qui est un programme qui a eu lieu aussi au Burundi, au Congo, au Cameroun et dans 5 pays en Afrique, au Tchad aussi. L'art, la création, vitrine de nos sociétés. Merci beaucoup d'être passé ici. Je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter les musiques pop internationales et notamment originaires du cœur du continent. Je vous amène au Nigeria à la découverte de la nouvelle sensation pop. Elle s'appelle Yemi Alade. Attention, ça bouge.
Elle s'appelle Yemi Alade. Vous avez vu, hein? Si tu m'aimes, tu m'achètes une Ferrari. If you love me, you go buy me Ferrari. Tu dis à qui, à moi ou à toi? Non, je traduis les textes. Je ne vous permets pas de me tutoyer. C'est même parce que c'est la dernière. On vous avait prévenu, on se lâche un peu. En tout cas, ça cartonne des millions de vues. Obligé d'acheter la Ferrari. Voilà. Ouais, sacré Christian. On a quelques dossiers vous concernant. Je voulais vous dire que c'est l'une des dernières sensations. On l'entend partout sur, comme on dit, les dance floors, mais restons francophones, dans toutes les boîtes de nuit. C'est elle qui enflamme la nouvelle génération de la musique pop. Du célèbre Johnny. Hein. Absolument, qui vient d'ailleurs de bénéficier d'une autre version. Je vois que vous êtes branchés. Hein. Je suis Nous accueillons une autre figure emblématique de la nouvelle écriture des musiques africaines. Nous sommes très honorés de l'accueillir. C'est Patricia Essong. Oui. Bienvenue. Soul of New Bantu, c'est le concept de ce qu'elle a pétri. On va en reparler, la reprise au répertoire de quelques standards des musiques d'Afrique, et pas simplement Bantu, mais avec sa touche à elle. On va du Sénégal au Congo, en passant par le Cameroun, on en reparle. À nos côtés, sans doute l'un des plus grands artistes de France, je pèse mes mots, originaire du Cameroun. Le gospel, c'est sa spécialité, mais il a calé des choses pour Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, il a joué avec tous les plus grands. Le zouk de plusieurs générations. Icône de plusieurs générations, absolument. Il a commencé par le Makossa. C'est Georges Seba. Ça me rajeunit pas, ça. Soyez le bienvenu. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir, hein, parce que c'est un grand monsieur. Merci. Hein, on a promis de vous recevoir pour une émission intégrale. Vous serez notre invité principal, parce que vous avez traversé plusieurs décennies. Et on est très heureux de vous accueillir. Vous connaissiez Non, Patricia Essong? j'ai eu le plaisir de la rencontrer tout à l'heure dans les coulisses. Et j'ai découvert son nouvel album et je me ferai le plaisir de l'écouter. Mais déjà, elle a frappé à l'œil par sa prestance. Oui, alors je crois que c'est du bon cru. Alors, ce qui est extraordinaire avec Georges Seba, hein, c'est l'éclectisme des rencontres. On parle de Céline Dion, mais c'est par exemple grâce à lui que j'ai rencontré Nicole Croisy. Vous avez fait beaucoup de choses. C'est la chorale. C'est une grande sœur pour moi, Nicole Croisy. J'ai commencé vraiment à tourner dans le circuit des spectacles en France. Grâce à elle, j'ai été musicien pour elle pendant quelques années. Et voilà, c'est une amie, une grande sœur. On va reparler du gospel tout à l'heure avec Christian Eboulé, mais vous êtes aussi ici, c'est originaire du terroir camerounais, comme vous d'ailleurs. Hein. Oui. C'est une coïncidence incroyable. Vous avez baigné, je pense, dans ce que l'on appelle le bikutsi. Nous venons de perdre une grande icône, une légende de cette musique, entre autres. Oui, on vient de perdre notre maman, Anne-Marie Nzié. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour rendre hommage à cette grande dame de la chanson camerounaise qui nous a tous influencés par son exemple, par sa prestance, par la durée dans le métier, par la persévérance. Et voilà, je crois qu'elle mérite d'être... Je crois qu'elle avait suffisamment de talent pour pouvoir faire une carrière comme celle de Césaria Evora. Mais bon, les conditions n'ont pas été les mêmes. Et c'est une pionnière. Vous parlez de 5 décennies de musique, mais elle a tourné en faisant les premières parties de Beko, d'autres grands artistes. Absolument. À un moment, on ne voyait pas d'Africains faire des tournées. Sur la place parisienne, oui. Absolument. Elle a fait l'Olympia il y a plusieurs décennies. 1900 Chombo. Personne parmi nous n'était, en tout cas, en conscience de soi-même. Je propose, c'est un peu émouvant, de voir un extrait de l'un de ses derniers passages. C'était au cœur de la télévision nationale camerounaise, la CRTV, c'est Anne-Marie Nzié. Alors c'est très émouvant de voir Anne-Marie Nzié comme ça. Alors on dit d'elle que c'était la reine du bikutsi. Est-ce que c'est exagéré? Qu'est-ce que vous en pensez sur Seba? Moi, je pense ce serait peut-être la circonscrire à quelque chose que du bikutsi, mais c'est une dame qui pouvait chanter des choses complètement variées. Et certes, elle était l'une des mamans du bikutsi, mais elle a pu chanter de la rumba et beaucoup d'autres styles de musique. Hein. Patricia, du blues également. Patricia, oui, du blues, du jazz. C'est un répertoire qui vous parle? Tout à fait, tout à fait. Je sais qu'avec la chanson Sarah, notamment, personnellement, je ne pense pas plus au bikutsi, mais ça me rappelle une ballade, du blues, quelque chose de
Je pense qu'elle avait plus. Enfin, c'est dommage qu'on l'estampille. Oui, elle a bercé nos journées au Cameroun dans les années 70-80, Anne-Marie. Disons que c'est quelqu'un qui, effectivement, est né dans un terroir où la musique qui portait le bikoutsi, ça veut dire frapper le sol, et c'était une musique de femme. C'est une musique de femme. Ensuite, elle a ouvert son répertoire. C'est par la suite qu'elle a ouvert son répertoire au jazz et au blues. C'est ce qu'on dit exactement, bien Koulsi. Et justement, on tape du sol. Absolument. Et Georges Seba est un représentant éminent de toute cette génération qui nous a fait danser, qui nous a fait pleurer sur le bikoutsi. Voyez-vous, vous avez votre serviteur devant vous qui a eu le privilège de faire le premier tube bikoutsi. Hein. Alors, c'était Abakouya. Abakouya cinéma. Avant le bikoutsi, c'était... On reparle de cinéma. C'est une musique très élitiste, hein, qu'on écoutait comme on écoutait le jazz. Il y a des grands, comme avant nous, comme Si Martin et tout le reste, mais on allait les voir comme ça dans un club fermé. La première fois qu'on a pu faire un tube, j'ai eu la chance d'écrire une chanson qui faisait un peu l'unanimité. La première fois qu'on dansait un hit en boîte, c'était à Abakouya. Alors, passer du bikoutsi au gospel, est-ce que ça veut dire que la page bikoutsi est définitivement tournée? Non, moi je suis passé du gospel au bikoutsi. Donc on est passé des églises. Alors attendez, il est passé des églises aux boîtes de nuit et il est retourné dans les églises. Mais non, mais je suis resté toujours entre les deux. Hein. Moi, en fait, l'actualité ne rendait pas propice à l'information, mais moi j'ai toujours été dans le gospel. Même quand j'ai fait Abakouya, il y a toujours eu une chanson gospel dans mes albums. Donc c'est mon départ, comme un peu ça se fait aux États-Unis. On commence dans la chorale et puis bon. En tout cas, je me souviendrai toujours de lui sur Collé serré, barré collé. Mais ça vous parle, ça voici ces musiques d'Afrique centrale, Anne-Marie Zier. Tout à l'heure, il nous disait qu'on l'avait perdu, mais j'avais presque envie de dire qu'on l'a gagné. Absolument. C'est-à-dire quand quelqu'un s'en va, il nous laisse tout ce qu'il a fait. Tout l'héritage. Donc c'est un gain pour nous, c'est pas une perte. Effectivement. Donc on l'a gagné. Alors puisqu'on parle du bikoutsi, rendez-vous dans une salle mythique parisienne le 10 juillet prochain à Paris. Le bikoutsi rassemble les peuples ékang avec une kyrielle d'artistes venus du Cameroun. C'est un événement organisé par Pascal Pierre Bengono, bien connu dans le giron camerounais. On regarde un extrait succinct de ce qui campe le décor de votre nouvelle parure musicale, très chère Patricia. Ça s'appelle Boyaye, le clip est majestueux et vous-même, vous êtes une reine. On regarde l'extrait. Elle s'appelle Patricia et son un nom à retenir. Vous pouvez d'ailleurs aller scruter ce clip vidéo dans son intégralité, notamment en allant sur notre site internet tv5monde.com, en reprenant cette émission grâce à nos réseaux sociaux. Alors Patricia, le titre de l'album, c'est Soul of New Bantu. Pourquoi cet intérêt pour les peuples bantous? Parce que je suis bantou. Et que Soul of New Bantu, en fait, c'est moi, c'est ma représentation, c'est l'âme du néo-bantou. Bantou parce que j'ai préféré me souvenir que, en dehors d'être camerounaise, c'est qu'on était un peuple. Et le peuple, ça va de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique australe. Et donc j'ai fait un melting de tout ça. Et je me suis dit, bon, je suis une bantou. Avant d'être une camerounaise, je suis d'abord une bantou. D'où Soul of New Bantu, parce que aussi je n'ai pas forcément l'héritage de mes grands-parents concernant notre histoire, concernant le passé. Et le travail que je fais aujourd'hui, c'est ça qui m'amène dans le côté néo. Voilà, donc voilà, c'est vraiment moi, c'est ce que je suis. Alors vous chantez dans plusieurs langues, notamment des langues bantoues. Hein, oui, c'est ça. En lingala par exemple, mais pas seulement. Est-ce que
Vous parliez tout à l'heure des peuples bantous, ça va jusqu'en Afrique de l'Ouest. Hein. Il y a des éboulés, par exemple, en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que c'est une manière pour vous d'affirmer une sorte de panafricanisme? C'était déjà d'abord une quête identitaire. C'est-à-dire qu'au-delà de connaître son histoire, je voulais connaître mon histoire, ne pas m'arrêter qu'à celle que j'ai apprise à l'école, d'aller aussi un peu fouiller un peu plus loin avant la période esclavagiste. Et c'est donc là où je me suis rendu compte qu'avant d'être ce qu'on est aujourd'hui, il y a une grande histoire. Donc, panafricanisme, c'est sûr, mais pour ma part, au départ, c'était vraiment me retrouver, savoir d'où est-ce que je viens. C'est une vraie belle révélation à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Et du côté du Sénégal, on n'en est pas peu fiers, Nangadef, à tous les Gorgui, à toutes les Djigen, parce qu'il y a un hommage avec une chanson de Iso, Ismaël Lo, qu'on a écouté en début d'émission, Tadjebon. Tadjebon, très belle chanson. Ouais, vous-même une voix de baryton. Ah oui. Alors, Georges Seba qui est avec nous, on a envie de... C'est promis, une émission intégrale. Céline Dion est de retour, vous avez des nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles. Depuis les événements tristes, je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Toute l'équipe avec laquelle on a travaillé, on n'a pas pu, à cause des calendriers, se rendre aux obsèques. Mais bon, je crois qu'elle se relève et puis elle est portée par quelque chose de très fort qui est sa passion. Alors, ce qui est dingue avec quelqu'un comme Georges Seba, en fait, on a envie de faire un listing pour se dire mais avec qui n'a-t-il pas joué? Parce qu'il a joué vraiment avec les trois quarts de la planète, ou en tout cas orchestré, parce que sa chorale de gospel faisait tous les plateaux de télévision des plus grandes chaînes françaises, etc. C'était un incontournable. Retenez bien son nom si vous le découvrez. On part au Cap-Vert, un pays que vous connaissez bien. Hein, oui. Le Cap-Vert, où se tient le 1er juillet prochain un prix, le prix des meilleurs Cap-Verdiens dans plusieurs catégories. Et il y a une nominée qu'on connaît bien ici, c'est Elida Almeida, qui est donc la lauréate du prix Découverte RFI, hein, qui fait le tour de l'Afrique avec une vaste tournée. C'est donc le 1er juillet. Il y a aussi un jeune qui monte, un humoriste, il s'appelle Fari. Le Cap-Vert, un pays majestueux, s'appelle, attention à la prononciation, Os Meiores do Ano. Les meilleurs de l'année. Vous n'avez pas l'air très convaincu, vous êtes un peu perplexe. Hein. Il n'y a pas de lusophone, on n'a pas... Bon, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un événement sur lequel on reviendra abondamment. Christian, on évoque un autre festival, cette fois-ci dans le sud de la France. Oui, c'est le festival de Thau, la 26e édition du 18 au 24 juillet prochain. C'est à côté de Montpellier, dans le sud de la France. Et pour cette 26e édition, l'Afrique est mise à l'honneur avec des chanteuses comme Rokia Traoré ou les Amazones qui nous viennent du Mali, premier groupe féminin qui est typiquement malien. C'est du 18 au 24 juillet 2016. Encore une page cinéma que l'on tourne en terre bantou pour faire plaisir à Patricia. Voilà, mais on va retourner au Cameroun alors pour découvrir quand même, pas découvrir, c'est un festival qui existe depuis 20 ans. Et là, c'est Écran Noir, le festival du cinéaste camerounais Bassek Bakobio, 20e année, donc c'est important, ça se déroule en juillet et ce sera dans une vingtaine de mairies, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans un endroit, on part dans les mairies et même... On délocalise un peu on délocalise le festival et même on va à Libreville, on va à Bangui, on va à Brazzaville et le thème c'est festival et promotion du cinéma. C'est important parce qu'on a le sentiment que les films africains, on les voit beaucoup plus dans les festivals que dans les salles de cinéma. Donc, voilà, eh bien, le cinéma a été fortement prégnant dans cette émission, très bien représenté. Merci à notre invité, Oasis Diop, parce que vous êtes très rare sur les plateaux de télévision. C'est un privilège de vous avoir eu ici. Vous êtes un grand monsieur de la composition musicale et de l'esprit africain, avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Séquence, c'est l'écrin qui campe un florilège de quelques-unes de vos compositions, qui jalonnent, on va dire, votre carrière. Musique de film. Musique de film. Jeff. Nyoko Bok. Merci Georges Seba. À très bientôt donc pour une spéciale gospel. Peut-être en novembre-décembre, on va se concerter. Merci à tous pour votre fidélité. On se quitte en musique avec Patricia Essong et son orchestre pour un extrait de son fabuleux répertoire Soul of New Bantu. Salut. Manangai Danu Tanton Jai Dashaye Ni Manangaye Ni Renjele
Gigi. Habari pesa ngoma, ngoma ya kuila. Habari pesa ngoma, ngoma ya kuila. Hau pesa ngoma, ngoma ya kuila. Habari pesa ngoma, ngoma ya kuila. Hamda bora babo se chanda, ngoma ya kuila. Hau sunura bio de se chanda.